Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Derniers de la classe, le podcast qui t'envoie en rattrapage, accompagné par le spectaculairement incroyable William West, une fois de plus. Bonjour. Comment va, ça va, Toki? Bah écoute, j'ai la forme et en fait il y a une blague. Je vais faire une dédicace d'entrée. Je vais faire une dédicace à mon frère. Ah ouais. Mon frère, il m'a dit, il y a pas si longtemps que ça, il m'a dit, hey, les mecs, vous faites vraiment les fonds de tiroir. Au début, c'était des dessins animés, je connaissais, mais là, qu'est-ce que vous allez chercher? Eh bien, je pense que l'épisode 11, c'est l'épisode qui lui donne totalement raison. Complètement. Je pense que là, il va y avoir des surprises, parce que quand moi j'ai un peu discuté du thème, on va dire bon. Non, mais c'est très compliqué. Alors, c'est assez marrant. On va parler des dessins animés MTV. Pour l'épisode 11, on se rapproche de la fin. Et les dessins animés MTV, c'est cool. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'MTV, en fait, avait des dessins. Avait des dessins animés, exactement. Donc, on est dans le thème, on est dans les années 90. En fait, ces dessins animés-là, on les a pas vus gamins. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, je propose à West d'aller arpenter, en fait, les méandres des dessins animés les plus chelous de l'espace, en fait, j'ai envie de dire. Parce que là, on est vraiment dans des trucs incroyables, alors très créatifs, mais incroyables. On va vraiment développer là-dessus. Et, donc, il s'avère que ces dessins animés, les dessins animés MTV ne nous sont pas parvenus. Donc, on s'est dit qu'on allait les regarder et les découvrir adultes. Ce qui est toute une aventure. Mmh. Et comme West a toujours des bonnes idées malvenues, il a proposé un deuxième thème, on va dire. Donc, techniquement, je devrais annoncer quel dessin animé nous allons regarder, et c'est ce que je vais faire d'une certaine manière. On va parler donc de The Maxx, oui. Produit par MTV, réalisé par MTV. Alors, The Maxx, donc M-A-X-X. Ouais, mais ça va être dur de le dire. Je sais qu'on va se tromper, donc pardon d'avance, mais c'est quasiment sûr qu'il y aura à un moment un masque qui va apparaître, mais ne nous en tenez pas rigueur. Et le deuxième dessin animé, en fait, c'est la petite surprise que West a souhaité faire, c'est-à-dire, on sait qu'on va parler de The Maxx parce que c'est une étrangeté qui vient de la bande dessinée qu'on voulait traiter, mais le deuxième, West a proposé qu'on ne se le dise pas. Ce qui fait que peut-être, on n'aura pas le même. Donc, au moment où vous écoutez ce podcast, vous avez déjà la réponse puisque vous avez la miniature, mais au moment où on l'enregistre, on ne sait pas. Je sais que sur la miniature, il y aura The Maxx, oui. Mais je ne sais pas s'il y aura un deuxième, quel sera le deuxième dessin animé, voire quel sera le troisième dessin animé. Potentiellement. Donc merci West. J'adore proposer des choses originales. Ouais, des choses originales et bien reloues. En fait, c'est dans le thème. Parce que MTV, c'est exactement ça. Des choses originales et reloues. Donc, je pense qu'il faut d'abord commencer par parler de ce qu'est MTV, puisque ça explique pas mal de choses, en fait, sur la branche d'animation. Donc, MTV, je vais pas non plus m'étendre trop sur MTV, c'est pas vraiment le sujet. Mais MTV, donc, c'est une chaîne américaine qui a été créée en 81. C'est la Paramount, en fait, c'est une filiale de la fin. Une filiale, peut-être même pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est la filiale à Paramount. Donc, qui est une chaîne musicale, une chaîne de vidéoclips, qui, au tout début de sa carrière, en fait, diffusait très peu d'artistes noirs, ce qui volera en éclat totalement dès l'année suivante, non d'ailleurs 2 ans plus tard d'ailleurs, avec donc en 83 avec le clip Thriller de Michael Jackson, où là par contre c'est un raz-de-marée. Et surtout c'est une chaîne qui a aussi mis en avant le vidéoclip dans l'idée que ça puisse être une forme d'expression artistique. Ouais. D'ailleurs, pour aussi l'anecdote qui reboucle avec nos précédents épisodes, c'est que le tout premier clip, ça j'étais pas au courant, mais le tout premier clip de MTV, c'est Video Killed the Radio Stars des Buggles, qui a été réalisé par Russell Mulcahy, l'auteur de Highlander, qui a aussi, donc je l'avais dit littéralement, je crois dans l'épisode précédent, qui a aussi réalisé Ricochet, scénarisé par Sivani de Souza. Non, c'était pour l'épisode d'ailleurs de Cadillac et Dinosaure. Bref, ouais, donc c'est une institution aux États-Unis et c'est une chaîne qui est toujours jeune en fait. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui arrive à renouveler en fait son public et son public ne grandit pas avec cette chaîne. Donc c'est une chaîne qui cible vraiment les jeunes de 20 ans et c'est encore le cas aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, quoi. On est toujours sur une chaîne. Je dirais que là où elle a évolué et c'est venu avec l'offre, c'est en fait la multiplication de ces chaînes. Oui. On a MTV et puis après on a les différents
MTV qui, pour moi, suivent les différentes générations et styles. Donc la chaîne principale va donner tout ce qui fonctionne, on va dire, sur le moment. Et puis après, on a du MTV classique qui va nous passer les chansons classiques, le MTV Bass qui était pour le hip-hop, ce qui avait d'ailleurs fait un carton quand ça arrivait en France. Ouais. Puisque c'était vraiment là où on pouvait voir tous les derniers clips américains qui en plus c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment une promotion du clip. Donc les gens faisaient à l'époque des clips vraiment travaillés. On avait des histoires par rapport aux clips, on avait des parties 1, partie 2, partie 3. Donc il y avait vraiment le fait que cette chaîne diffuse des clips et qu'elle soit autant suivie a fait que du côté des artistes, ils ont vraiment pris le soin de travailler en fait leurs clips pour avoir du contenu de qualité à proposer, quoi. C'est ça, mais c'est le vidéoclip en fait, c'est vraiment un truc particulier. Hein. C'est quelque chose dont on parle très peu, mais pourtant ça a lancé pas mal de carrières, notamment de cinéastes. C'est en fait un moyen d'expression qui est assez spectaculaire, qui est très efficace en fait, surtout pour tenter des choses et pour être dans l'expérimentation. Ce que MTV en fait fait depuis le départ, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui pousse justement l'expérimentation, qui veut de la créativité, voire qui peut faire n'importe quoi à des moments. Et aussi, je reviens à ce que tu disais, c'est effectivement une chaîne qui s'est beaucoup diversifiée, parce que même si c'est une chaîne qui a démarré par la musique et par le vidéoclip, il y a maintenant, quand je dis maintenant, je me comprends, mais depuis quelques années, quelques dizaines d'années, voire, des programmes qui vont aller de la sitcom à la télé-réalité, par exemple, ce genre de trucs. Et aussi, le fait que ça devienne une institution et que la chaîne soit à ce point-là puissante, donneront aussi des choses qui m'intéressent un peu moins dans l'absolu, mais qui ont quand même un sens, c'est les MTV Music Awards. Oui. Donc qui est quand même quelque chose que les artistes musicaux évitent de rater, quoi. C'est assez cool d'avoir, d'être primé au MTV Music Awards. C'est juste que j'ai pas vraiment d'attrait je m'intéresse pas vraiment au fait de récompenser des productions artistiques. C'est pas quelque chose qui m'intéresse dans l'absolu. Mais c'est quelque chose quand même qui existe et quand t'as carrément le nom de ta chaîne qui fait un award, ouais, qui fait un award, ouais, et qui est complètement reconnu, quoi. C'est-à-dire que dans MTV Music Award, c'est que t'as charbonné, quoi. C'est listé, hein, quand tu vas sur la page d'un musicien, d'un artiste musical, s'il a reçu un award MTV, c'est marqué MTV Award 2012, 2013, etc. Donc on est vraiment sur une institution qui est solide. C'est ça. Et donc, 10 ans plus tard, 10 ans après la création de MTV, en fait, ils vont poursuivre dans leur démarche de pousser la créativité et pousser en fait le fait de tester des choses avec justement donc non pas le studio d'animation MTV, mais les prémices. Donc en 91, ils sortent un programme qui est un programme anthologique, on va appeler ça un showcase, qui s'appelle Liquid Television. Ouais. De 91 à 95, et qui va lancer, donc en gros c'est des programmes courts, c'est une succession de programmes courts en dessin animé qui vont lancer en fait on va dire l'idée de créer une division animation au sein des MTV, mais surtout qui va lancer des créatifs et des séries qui sont encore aujourd'hui extrêmement connues et réputées, quoi. Donc la première c'est Beavis et Butthead. Ah bah oui. Et Aeon Flux. Alors moi je suis un peu plus fan de Aeon Flux, mais c'est les deux, quoi. C'est Beavis et Butthead et Aeon Flux, c'est vraiment les deux trucs qui vont être lancés direct. Et on va dire que c'est à partir de Beavis et Butthead et du succès de Beavis et Butthead que la division animation est lancée pour justement être en mesure de pouvoir produire du dessin animé de Beavis et Butthead. Donc on sort de Liquid Television et là on lance vraiment les productions. Aeon Flux aussi aura sa partie, on va dire, spécifique. Donc à cette série qui est juste une série incroyable, je vais en reparler juste après. Et en fait, donc dans Liquid Television, le concept, c'est qu'ils vont aussi beaucoup faire des adaptations des productions de Art Spiegelman, le fameux, l'incroyable auteur de Mouse notamment, et des Garbage Pail Kids d'ailleurs, des Krados. Ah, c'est aussi lui qui a créé ça. Donc parce que lui en fait il faisait une adaptation, enfin c'est pas une adaptation, c'est justement c'est ce que Liquid Television faisait, c'est une adaptation en fait de son... C'est pareil, c'est pas vraiment un magazine, mais c'est un recueil en fait de bandes dessinées courtes qui a massivement utilisé des auteurs d'un peu partout, notamment des auteurs européens. C'est un gros carton aux États-Unis, le Raw Magazine de Art Spiegelman.
Ça date de 80 à 91, donc c'est vraiment, en fait, dès l'instant où, on va dire, la sortie des bandes dessinées s'arrête, c'est quasiment directement adapté par Liquid Television, quoi. Et ça, il le fait donc avec sa compagne, d'ailleurs, avec Françoise Mouly. Et donc, c'est le magazine Raw, et il y aura trop de trucs dedans, et c'est mortel, parce que de toute façon, l'auteur, il est colossal. Et donc ça va lancer donc l'idée, ça va lancer Beavis et Butthead, et à partir de là, donc création du studio en 93, comment dire, on va avoir après une succession de séries, ma parole en fait, qui sont juste des séries légendaires, c'est-à-dire que Beavis et Butthead, c'est, on va dire, la branche teubée du dessin animé, mais sera demandé un spin-off où on va mettre en avant des femmes et un peu, on va dire, un peu plus d'intelligence dans le dessin animé. Ce qui ne donnera pas vraiment un spin-off, mais ce qui donnera l'idée, en fait, aux personnes qui avaient travaillé, enfin, certaines personnes qui avaient travaillé sur Beavis et Butthead, de lancer la série Daria. Qui est juste iconique. Bah, c'est le hit de MTV Animation. C'est la série iconique que tout le monde connaît. C'est Daria au flegme légendaire, qui est blasé, mais qui est en même temps délirant. Donc ouais, c'est... le truc, c'est que pour nous, en France... Daria, c'est pas MTV. On le connaît pas sur MTV. Mm-hmm. Mais ça a fait un carton autant, je pense, aux États-Unis qu'en France. Ça a cartonné. Daria, c'est un classique monumental. Ouais, je te dis, c'est le meilleur dessin animé MTV. C'est 63 épisodes, je crois, Daria. Je crois qu'il doit avoir 2 spin-offs, voire un long métrage. Ouais, je crois que je sais même plus tellement il y a eu de trucs Daria. Mais effectivement, c'est un carton colossal. Et pourtant, et en fait, c'est là où ça devient marrant, c'est que malgré ça, on va dire malgré la chaîne MTV qui a le succès qu'elle connaît, malgré la division d'animation qui arrive à produire Daria très très vite en plus, hein, et on va dire un lancement de studio avec des productions qui sont très inspirées, voire adaptées de Art Spiegelman, c'est une division qui a toujours été en galère. Mais c'est genre incroyable. Et c'est des galères, en fait. Alors, pardon, je l'ai pas dit, d'ailleurs, la division animation, elle a été créée par Abby Tercule. Moi, je l'appelle Tercule, je sais pas comment ça se prononce. Mais c'est très important parce que cette personne, en fait, c'est un homme, hein, même s'il s'appelle Abby. Et en fait, c'est une personne qui va être productif et exécuteur sur absolument toutes les séries. En tout cas, les séries dont on va parler. Mm-hmm. Et ce qui est ouf, c'est que MTV, sachant que c'est de la musique, en fait, a toujours été en galère parce que déjà, les productions étaient toujours chaotiques. Toutes les productions sont chaotiques, c'est-à-dire qu'ils avaient aucune ligne directrice et aucun, ils n'avaient pas de direction artistique sur Beavis et Butthead. En fait, quand vous regardez Beavis et Butthead, vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes, notamment de palette de couleurs, des trucs comme ça. En fait, les mecs ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire, donc ça a toujours été chaotique. Et surtout, ils ont eu des problèmes massifs de droits d'auteur sur la musique, ce qui est complètement ouf, en fait, quand ils pensent. Tu sais que c'est MTV. Et en fait, il y a... Pourquoi ? Alors, justement, pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans les derniers de la classe ? C'est parce que la plupart des choses qui ont été produites par MTV sont quasiment introuvables et ne sont jamais ressorties. Pourquoi ? À cause de ça. En fait, ils utilisaient donc de la musique, qui n'était pas de la musique libre de droit ou des musiques composées spécifiquement pour le dessin animé, ce qui fait que comme c'était intégré à la narration, c'est des choses qui sont quasiment impossibles à extirper du dessin animé. Ce qui fait que la plupart, notamment Daria, ne ressort pas. C'est que des problèmes de copyright. D'accord. Et c'est ouf quand ils pensent. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai pas l'info, j'arrive pas à la trouver, mais de ce que je crois voir, c'est que je pense que ces mecs-là se sont dit, comme on a les droits, on va dire l'équivalent de la SACEM ou un truc comme ça, on a payé en fait les licences pour utiliser de la musique dans la chaîne MTV, en fait on peut l'utiliser dans un dessin animé. Sauf que non en fait, parce qu'un dessin animé c'est une création. Donc ça change tout. Et ils ont des problèmes, mais dans tous les sens. Ce qui conduira en fait à leur perte progressive. Peut-être c'est juste ça en fait l'histoire, hein. Je crois que ça doit s'arrêter en, je sais plus, ça doit être 2006, l'arrêt de MTV Animation. On va dire entre 2006 et 2009 parce que j'ai vraiment un trou de mémoire en fait en termes de date. Mais en tout cas, c'est que des productions chaotiques, c'est que des productions qui ont du mal à être renouvelées. D'ailleurs, les 3/4 en fait des dessins animés qui seront produits par MTV Animation n'auront pas de saison 2 pour des raisons toutes bêtes, c'est qu'il n'y a pas d'audience et il n'y a pas de puisque eux ils sont diffuseurs, mais il n'y a pas de, on va dire, de publicité. Ouais. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas de rentrée d'argent et donc les 3/4 disparaîtront. D'ailleurs, c'est marrant parce que ils ont quand même produit
deux choses qui étaient un peu liées à ce qu'il faisait. Je pense notamment à Celebrity Deathmatch. Ah, je vais en parler. Ouais. Où justement c'était beaucoup de personnes qui avaient des clips qui tournaient sur MTV. Oui, c'est ça. Il était dedans. Et Friday. Oui, l'adaptation de Friday. Qui est évidemment, c'est Ice Cube, tout ça. Donc, à cette époque-là, Ice Cube, il y a au moins 3 ou 4 clips qui tournent par mois sur la chaîne, quoi. Je pense, avant de parler de The Max, parce qu'on va y aller tout doucement, je voudrais revenir sur Aeon Flux, parce que, pour moi, c'est super important. Alors, rapidement, Beavis et Butthead, donc c'est réalisé par Mike Judge, c'est créé par Mike Judge, qui fera sa carrière quasiment dessus. En fait, il a d'autres productions, mais on va dire que c'est vraiment principalement Beavis et Butthead. Il est vraiment connu pour ça, Mike Judge. Et Aeon Flux, de Peter Chung. Alors, moi, le seul truc que j'ai envie de dire, rapidement, avant de parler à The Mask, à The Max, sur Peter Chung, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais c'est surtout que je voulais regarder un peu sa filmo. Et parce que, comme on est les derniers de la classe et qu'il faut toujours parler de l'année 84 et 86, et ben en 84, il fera en storyboarder Transformers. Et en 86, Transformers The Movie. Nous connaissons tous l'amour qu'il a pour Transformers. Il fera plein d'autres trucs. Il fera Animatrix, le Fantôme aussi, Fantôme 2040. Il fait plein de trucs. Il fait même une production Dick d'ailleurs, il fait Cops en tant qu'art designer. Donc il y a encore du Jean Chalopin dans nos podcasts et ça me fait toujours plaisir. Et c'est à peu près tout. Et effectivement, donc comme j'ai dit, la division animation de MTV c'est créé par Abby Terkun, qui sera donc producteur sur The Max. Et là on peut y aller. Qu'est-ce que c'est The Max West? Alors The Max, c'est une série qui est sortie en 1995, une saison, 13 épisodes, et ça raconte l'histoire d'un gros bonhomme violet, qui navigue entre deux mondes, qui s'appelle Max. Donc le vrai monde, qui est un espèce de New York, un truc comme ça, et l'autre monde, qui est l'Australie, mais un Australie un peu bizarre, donc qu'ils appellent l'Outback. L'Outback, c'est le désert australien. Mais quand tu dis un peu bizarre, c'est... un peu très bizarre. Ouais, un peu très bizarre. Alors, dans le monde, je vais dire le monde réel, mais dans le monde, on va dire, normal, c'est un clochard qui vit à la rue, dans un carton, etc. Et par contre, dans l'Outback, c'est un protecteur d'une reine de la jungle. Il la protège et il se bat contre ces créatures un peu bizarres. Mais dans tout ça, il y a les mêmes personnages qui apparaissent dans les deux mondes. Donc notamment la reine qui est dans le monde réel existe aussi. Elle s'appelle Julie. Elle travaille pour dans le social en fait. C'est une aide sociale. C'est une aide sociale pour aider les gens en difficulté, etc. Et du coup, qui aide beaucoup Max quand il a des galères, notamment quand il est en prison ou autre. Et des petits bonhommes un peu étranges, qui s'appellent j'ai oublié leur nom, SZI, je crois, un truc comme ça, ouais. Et qui sont dans l'Outback, ils sont blancs et un peu gentils. Ils sont pas complètement gentils, mais un peu gentils, un peu plus gentils que dans le monde réel où ils sont tout noirs et cannibales et font la misère un peu à tout le monde, aux gens de manière générale. Et dans les deux mondes, un peu, Max est un espèce de super-héros, mais un super-héros un peu incompris. Ouais, c'est ça. Il est très particulier, Max. Donc, comme t'as dit, il est en violet. Alors, peu importe ce que tu lis sur le dessin animé, ils vont toujours te dire il est habillé en violet. Sauf que, en fait, c'est pas comment dire? C'est un costume de super-héros. Eux, en fait, quand tu lis le truc, t'as l'impression que c'est un habit, on va dire classique, mais c'est littéralement un costume de super-héros, ce qui est très chelou quand tu le vois en tant que clodo, quoi. Et il a un design très particulier, il a des gants avec au bout une griffe dans chaque main, des énormes chaussures de clodo, ça c'est clair et net que c'est des grosses chaussures de clodo, et une espèce de râtelier autour de la bouche. Alors, moi j'ai toujours cru que c'était ses dents. Pour moi c'était ses dents. Techniquement, c'est pas ses dents. D'accord. Mais c'est très particulier et c'est un dessin animé que je trouve... Alors, je pense qu'il faut le dire tout de suite. Moi, j'ai trouvé que c'était une dinguerie. Alors, moi, je vais te dire, j'ai regardé le dessin animé et je me suis dit, what the fuck. Ah ouais? Ah, complètement.
Ah, complètement. J'ai regardé le dessin animé et que ce soit au niveau scénaristique que visuel, je n'ai pas tout de suite compris ce que je regardais. C'est particulier. C'est une claque. Je suis resté un peu choqué de ce que je regardais. J'étais en mode, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Ouais, ok. Et visuellement, on est aussi sur un truc très 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 particulier. Ils utilisent plusieurs manières d'animer. C'est génial. Ouais. C'est très terne et il y a beaucoup de jeux d'ombre. Ça joue beaucoup sur l'ombre et par contre une mise en scène de fou. Ça utilise des plans, des contre-vues, etc. qui sont bien pensés, qui donnent justement beaucoup de dynamisme. Parce que c'est pas super animé en fait. Ah non, pas du tout. Et en fait, grâce aux effets de caméra, en fait, on a du dynamisme dans le truc. Mais vraiment, j'ai été perturbé sur la prestation graphique et l'histoire en même temps. Ok. Alors, ce que j'allais dire, moi j'ai trouvé que c'était mortel. Moi j'ai pris une claque, mais vraiment, mais très content d'avoir vu ça et très content en fait de m'être laissé entraîner. Alors il y a très peu d'épisodes, hein. C'est des épisodes de 10 minutes pour vous dire. C'est une dizaine de minutes et il doit en avoir 13. Par contre, ça n'est pas parce que la série n'a pas eu de succès, c'est parce qu'elle a été construite comme une mini-série. Oui. Donc, on parle de ça dans les derniers de la classe parce que c'est une série qui a disparu totalement et donc c'est un dernier de la classe. Or, nous, on aimerait bien que ça n'en reste pas un dernier de la classe parce que, réellement, regardez ça. C'est, comme a dit West, vous allez avoir en fait des passages où, en fait, il y a des personnages en live action mais qui sont intégrés, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas en tant qu'être humain. Par contre, on voit bien que c'est filmé, quoi. On va les voir en silhouette, notamment dans le premier épisode, quand il se fait arrêter par les flics. Les flics sont donc derrière la grille, ils sont en silhouette, mais tu vois bien que c'est des vrais acteurs, en fait, qui sont en train de parler, avec Max qui est dessiné à l'arrière. Ça utilise de la 3D, extrêmement bien intégrée. C'est-à-dire que c'est pas une 3D flashy qui vous dit « Regardez, on sait faire de la 3D ». Non. C'est juste là. Mais ça se voit, mais c'est là. C'est un truc complètement expérimental, mais sur plein d'aspects, en fait. Ouais. Ce qui rend le truc ultra curieux et en même temps, je trouve ultra puissant. Pourquoi est-ce que tu parlais de mise en scène, etc. C'est tiré d'une bande dessinée. La bande dessinée, on l'a... Alors, je sais pas combien d'épisodes toi t'as lu, moi j'en ai pas lu des masses. J'en ai lu très très peu du Max quand j'étais petit. C'est une bande dessinée Image. Donc Image Comics, c'est l'éditeur en fait qui a été construit entièrement avec des dessinateurs de Marvel qui en avaient marre. Donc avec les McFarlane, McFarlane d'ailleurs, puisque c'est complètement Todd McFarlane, Jim Lee, il y en a trop, Eric Larsen. Pour ceux qui savent pas, McFarlane, c'est Spawn. C'est Spawn, exactement. Il y a un documentaire de fou à regarder, d'ailleurs, si vous voulez connaître un peu cette histoire, mais assez dingue, de ces mecs qui se sont levés d'un seul homme et qui ont dit « on se casse », et qui ont fait leur propre maison d'édition. En fait, voilà, Max a été fait donc par Sam Kiff. Pour Image Comics, c'est une bande dessinée qui est sortie en 93. D'ailleurs, il y a Alan Moore qui a bossé sur un des épisodes, je crois vers le 20e épisode. Donc Alan Moore, c'est pas rien non plus, hein. Je pense qu'on va se mettre d'accord là-dessus. Et surtout, c'est donc Sam Kiff, faut bien comprendre, c'est un tueur. Alan Moore, pour ceux qui ne savent pas, c'est plein de trucs. C'est Watchmen, Vendetta. Oui, voilà. Non, mais oui, je pourrais les citer, mais techniquement, non, pardon. Bon, et vous devriez connaître Alan Moore. Alan Moore, c'est un génie quand même. Bonsoir. Non, donc, pas forcément, mais pour ceux qui ne savent pas, Watchmen, c'est Alan Moore. C'est Alan Moore, oui. V pour Vendetta, mais il y en a trop, en fait. Je pourrais en citer la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et donc, Sam Kiff, légende totale de la bande dessinée. Je peux même pas dire combien de runs il a fait sur, que ce soit pour DC, Marvel. Le mec, il est passé partout. Il est carrément passé par grosse maison d'édition, petite maison d'édition, il est passé partout. Il a fait du Batman, du Flash, de ce que j'ai vu, il a travaillé avec Neil Gaiman, Sandman. Et il a fait, il est passé vraiment partout. Le mec, c'est une vraie pointure. C'est une vraie pointure et qui a un vrai talent de mise en scène. Et ça, c'est juste pour moi, c'est personnel. Le coloriste de The Max, c'est Steve Olive. Qui est Steve Olive? C'est juste le coloriste de Akira. Okay. Et de Spawn, notamment. Mais ça me permet en fait de faire une mini digression. J'ai grandi avec des soi-disant fans hardcore de Akira. Parce que moi, j'ai des bandes dessinées Akira qui sont en couleur. Donc, colorisées par Steve Olive. À ces gens-là qui m'ont toujours dit
c'est pas le vrai Akira. Le vrai Akira, c'est en noir et blanc, parce que c'est un manga, machin. Je vais pas vous insulter, mais je le pense très fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Otomo, en sachant que sa bande dessinée va être exportée, outre les frontières du Japon, c'est lui, en fait, qui choisit Steve Olive pour la mettre en couleur. Et c'est lui qui donne des indications à Steve Olive. Donc les couleurs que vous voyez, déjà sur les premiers tomes, c'est techniquement, en fait, les couleurs données par Otomo à Steve Olive pour coloriser. Steve Olive fera un taf tellement incroyable sur Akira que, de ses propres dires, vers la fin, en fait, de l'arc Akira, il envoie en fait des courriers à Otomo pour lui dire mais est-ce que tu peux me corriger, est-ce que machin. Otomo ne répond même plus. Et il finit en fait par limite l'engueuler en disant mais qu'est-ce que tu me prends encore la tête ? T'es Steve Olive. T'as pas besoin de moi pour coloriser quoi que ce soit. Donc ce gars-là a fait Akira et c'est pas une colorisation genre faite dans le dos de Otomo, c'est validé par Otomo. Donc non, les versions colorisées de Akira sont valables. Les fans hardcore, arrêtez vos conneries. Et Steve Olive, c'est un vrai génie. Donc, on va dire que la bande dessinée The Max, on est déjà sur quelque chose d'extrêmement puissant, tu vois. Pour qu'il y ait ce coloriste-là et Alan Moore qui accepte de travailler dessus, on est déjà sur quelque chose d'extrêmement puissant et fait par Sam Kiff qui est extrêmement puissant. Et en fait, l'idée de l'adaptation en animé de The Max, c'est qu'en fait, le réalisateur, il s'efface un peu devant les planches en fait de Sam Kiff. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de me renseigner sur qui était le réal de The Max, ben en fait il y en a beaucoup, mais ils sont pas signifiants entre guillemets. C'est-à-dire que ce que tu vois quand tu regardes l'adaptation en animé, c'est littéralement les planches en fait. Oui. Et c'est pour ça que ça donne vraiment cette impression de motion comics souvent. Et il y a le côté expérimental de MTV, ce qui donne vraiment quelque chose d'assez ouf. C'est-à-dire que vous avez l'impression de regarder un motion comics, mais vous voyez bien que c'en est pas un. Mais vous voyez bien que les planches sont ultra puissantes et vous voyez bien en fait qu'il y a tout ce délire créatif et complètement taré de MTV derrière. On a notamment aussi deux autres personnes qui sont on va dire dans le writing, les scénarios et tout. C'est Glenn et Claire et Bill Messner-Loeb. Et donc Glenn, c'est le co-créateur de Daria. Ah ok. Donc Glenn, co-créateur de Daria et qui a travaillé notamment aussi sur les Razmoket et le scénario de Marier 2 enfants. Ah ouais. Moi, j'ai adoré ça parce que ça, c'était une série que j'adorais quand j'étais petit. Marier 2 enfants et en fait, c'était le scénario sur cette série-là aussi. Et le Bill Messner, Lib ou William, lui aussi, pareil, c'est la même chose que Sam Kiff, c'est que il est passé par toutes les maisons. Et sa particularité à ce Bill, c'est que il peut faire du super-héros, comme il peut faire une histoire complètement plus réelle, plus terre-à-terre. Notamment, il a sorti une bande dessinée sur les colons du Michigan. Pourquoi pas ? Donc, c'est complètement en décalage complet avec ce qu'il a fait sur les autres travaux. Il travaille pour Marvel, pour DC, etc. Et donc, il est vraiment polyvalent, ce mec. Il est et pareil, quand on voit son CV, c'est énorme. Ouais, c'est marrant en plus que tu parles de Nickelodeon sur les Razmoket parce que MTV Animation et Nickelodeon, il y a eu quelques partenariats parce qu'en fait MTV n'a pas juste diffusé ses productions à elle. Il y a eu South Park par exemple qui a été diffusé sur MTV. Alors c'est pas une production MTV, mais ça en fait partie. Et il y a eu du Nickelodeon aussi effectivement. Moi de mon côté, tu vois, par rapport au réalisateur, tu vas trouver Greg Vanzo. Lui, il a fait The Critics. Alors, il est pas réel. En fait, Greg Vanzo, c'est un mec qui a une boîte d'animation. Je crois que il l'a délocalisé en Corée du Sud. Je crois que c'est la Corée où il est allé. Mm-hmm. Mais il fera plein de trucs, tu vois. Il fait The Critic. Sa boîte, en fait, elle fait aussi les Simpsons, Futurama. Donc lui, il a apparemment réalisé des épisodes. Ce que je retiens surtout, c'est Yeol Jong-chang, qui lui est directeur d'animation sur Samurai Jack. Oh. Donc j'ai envie de dire bravo à toi. Ah oui. Sacré Jong-chang. Mais tu vois, en fait, je pourrais m'arrêter dessus, mais en vrai, c'est ce que je viens de te dire. Ça, c'est pas signifiant en fait, par rapport à la réal de The Max. Et c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que tu dois avoir, je sais pas moi, 5-6 réals différents pour que 13 épisodes. Et en vrai, tu vois pas la différence de réal d'un épisode à l'autre. Non. Vraiment, la patte de Sam Kiff, en fait, elle est tellement puissante que... Comme j'ai dit, en fait, les réels, ils s'effacent derrière ça, quoi. Je pense que c'était même pas la volonté de MTV de mettre en avant,
on va dire la narration, enfin une espèce d'adaptation de la narration. Non, les planches, ça suffisent. Non, ils ont suivi la bande dessinée comme si c'était un peu Leur storyboard. storyboard. Ouais. Non, c'est clair. Et j'avais 2-3 petits trucs que je voulais rajouter là-dessus. Vous connaissez Koei Chicken? Ouais. Ben, ça a été créé par David Fess, qui est le cousin de Keith. Ouais. Donc il a bossé, David Fess a fait un épisode, je crois, et peut-être un design d'un personnage sur The Max. Et Sam Keith a aussi bossé un petit peu sur Koei Chicken. Non, c'est vrai. Ça, je savais pas du tout. Ok. Donc c'est un truc assez délirant. Et puis le deuxième truc aussi que je me suis dit au moment où j'ai regardé le dessin animé, c'est on voit vraiment que l'Australie c'est un endroit qui est bizarre de base parce qu'ils sont quand même partis chercher dans tout ce qu'ils avaient. Donc c'est-à-dire que le monde réel ils ne le nomment pas. On ne sait pas si c'est au New York, on ne sait pas, c'est à Chicago, Détroit, peu importe, on ne sait pas du tout où c'est. Par contre, pour le monde bizarre où il y a des espèces de vers. Il y a un épisode, je crois que c'est le deuxième épisode, où on voit un espèce de ver qui saute. Génial. Incroyable cette intro. Donc là, on est en australien. Je resitue. On est en Australie. Donc l'intro commence par, ils disent, voilà, il y a un ver, je sais pas, je vais lui donner un nom bizarre, le ver des plaines, qui saute très haut. Et donc on voit un ver qui saute, et il fait, malheureusement, il n'a jamais évolué pour pouvoir atterrir. Ouais, il sait pas atterrir. Et il s'éclate au sol. Et puis, il dit, cet insecte n'a pas de prédateur naturel, c'est juste C'est lui son prédateur. Voilà, qu'il n'a pas évolué, donc il te montre ensuite un espèce de lapin, mais bon, c'est pas un lapin, parce qu'il est sur 2 pattes, uniquement. Et ils disent, lui, par contre, a évolué pour sauter et retomber. Donc il saute. Il lui donne un nom, c'est je sais plus quoi, Rabbit. Oui. Rien que le nom, j'ai éclaté de Non, oui, c'est ça, il lui donne un nom. Ouais. Et c'est un espèce de, ça a 2 pattes, donc c'est un lapin, en fait, c'est une bouche et des oreilles sur pattes. Ouais. Pratiquement. Donc ça saute. Et lui, il fait, par contre, lui, il a un prédateur qui est un autre animal qui est encore plus bizarre, qui l'attrape en plein vol et qui atterrit. C'est un crabe, lapin. Je crois que c'est ça. Et en fait, je me dis, mais en fait, les mecs sont en train de dire vraiment que l'Australie, c'est un pays de ouf. Il y a tellement d'animaux bizarres qui veulent ta peau que ils ont décidé que l'Australie, c'était le meilleur endroit pour mettre ce gars qui est hyper bizarre, roi de la jungle. Donc, non, c'était assez marrant. L'intro de l'épisode 2 est spectaculairement drôle en fait, mais vraiment les noms en fait de ces animaux, donc c'est Max qui est en train de faire la narration, donc ça se termine effectivement par là c'est l'animal parfait, tu vois, il a pas de prédateur, il sait sauter, il sait atterrir, enfin il a pas de prédateur, enfin sauf si tu me comptes comme prédateur, en fait Max il l'écrase, et juste après ça t'as un travelling horizontal qui doit durer mais 1 minute entière, où en fait c'est littéralement la ville. Et tu passes de fenêtre en fenêtre, en fait, t'as certaines fenêtres de certains bâtiments qui sont allumées, tu vois des tranches de vie, et d'un seul coup, je crois qu'il le fait 3 fois sur 7 minutes, mais peut-être même plus, hein, de travelling, donc en plan séquence, mais complètement taré, où c'est que des superpositions de calques, en fait, hein, mais c'est juste créatif, et ça fonctionne. T'as des flashs où d'un seul coup, les gens qui sont en train de vivre leur quotidien dans leur baraque, se transforment, en fait, on va dire que l'environnement se transforme, et là, on est dans l'outback. Et en fait, avec ce travelling-là, tu comprends que potentiellement, ce qui est en train de se produire maintenant, dans le monde réel, se produit dans l'outback, mais d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que, je sais pas moi, il y a un mec, par exemple, il est en train de regarder la télé avec ses enfants, donc il est assis avec des enfants sur lui, sur sa tête, sur ses genoux, et quand le flash intervient, il est plus dans un appartement, il est dans une plaine, et c'est des monstres qui sont en train d'essayer de le manger, quoi. Mais avec les monstres ont pris la place de ses enfants. Et donc tu comprends que les deux en fait sont liés et se produisent en fait au même moment. En fait, ça donne un ton qui est complètement taré parce que déjà le premier épisode il a donné un sacré ton, mais là en fait on rentre dans le vif du sujet avec le grand méchant qui cherche. C'est vrai qu'on n'a même pas dit d'ailleurs. Oui. C'est Mr. Gunn. En fait, il y a effectivement un grand méchant et ce Mr. Gunn, c'est quelqu'un qui se prétend être l'enfant légitime en fait des arts mystiques. Et il aurait il essayerait visiblement de terrasser donc Julie, mais la forme qu'elle a en tant que princesse dans l'Outback.
Et pour ce faire, en fait, il le fait aussi dans le monde réel. Donc il s'attaque aussi à Max et elle en prétendant avoir des informations sur leur relation, en fait, qui est un peu plus profonde que dans la vie réelle. C'est un clodo et une assistante sociale. Et dans la Outback, c'est une princesse et son chevalier serment, on va dire. Et en fait, tu vois les liens qu'il y a entre les deux univers et tu sais pas trop si ça se passe dans la tête de Max. Visiblement, Voilà. ça se passe pas dans sa tête. C'est ça qui est... donc, j'ai pas regardé toute la saison, mais effectivement, c'est la question qu'on se pose dès le départ, c'est est-ce qu'on est sur vraiment deux mondes ou est-ce qu'on est sur un Max qui est complètement dans le délire et qui s'imagine deux mondes? Bah, techniquement, c'est pas deux... Enfin, il se l'imagine pas parce que dans le... Tu sais, t'as Mr. Gunn, en fait, qui arrive et qui dévore une meuf. Max, il est pas dans la scène. Tu vois, quand les bestioles dont tu parlais, là, qui sont toutes blanches dans la bac et qui sont noires, dans le monde réel, elles sont noires, elles apparaissent comme si c'était des ombres. Et en fait, elles dévorent une personne, mais cette personne, elle est absolument pas liée à Max. Donc, techniquement, ça se passe pas dans sa tête, même si ça ressemble à un délire de Clodo, en fait, effectivement. Moi, par exemple, j'aime aussi beaucoup la présentation de Max. Et c'est pareil, en fait, c'est que c'est vraiment des bonnes idées, je trouve, parce que en fait, je peux pas mieux résumer ça que ce que t'as dit en intro, c'est-à-dire qu'est-ce que je regarde, où ça va, machin, parce que tu vas avoir donc cette scène où tu te dis, bah c'est un super-héros, donc tu sais pas que c'est un clodo, mais t'as une meuf, en fait, c'est très lié à la bande dessinée. Dans la bande dessinée, en fait, le personnage féminin se fait agresser dans une ruelle, Oui. sauf que ça va très très loin. Dans la série animée, Max la sauve. En fait, ce qui se passe, c'est que il sort de son carton, les gens essaient d'agresser la meuf, t'as Max qui sort, et il va pour se les faire. Et en fait, Max est aussi le narrateur de la série. Oui. Donc, dès qu'il se passe un truc, il est en train de faire la narration. Et au moment, en fait, où il dit « Bon, ces connards, je vais me les faire, ils savent pas qui je suis », bah toi, tu t'attends à une scène de combat, et en fait, t'as les flics qui arrivent et qui font « Freeze !» Genre « Drop your weapon !» Et tu fais « Ah, putain, je m'y attendais pas », donc déjà, le combat s'arrête, et en fait, t'as Max qui se retourne et qui fait « Putain, j'ai encore parlé à voix haute ». Ouais, mais c'est encore... Non, je crois que c'est encore même plus marrant que ça, puisqu'il dit un truc genre du style je vais me les faire avant que la police arrive. Oui, ouais, c'est ça. Un truc comme ça, et donc la police est fait. Mais on est déjà là. Et là, il fait ah merde, j'ai encore parlé à voix haute. Mais ça, c'est un running gag, ça, il le fait à tous les coups. Bah, la première fois qu'il rencontre Mr. Gunn, c'est pareil. T'as Mr. Gunn qui arrive, qui lui dit des trucs, genre, mais qui fait une grande phrase, tu sais, un grand monologue c'est limite. En fait, t'as pas compris que ton destin était plus grand que ça, machin, et en fait, donc t'as la narration de Max qui fait, je ne sais pas ce que ce mec me disait. Et en fait, c'est pareil. Après, il balance une info, t'as Mr. Gunn qui répond à l'info, et l'épisode se finit par Max qui fait « Mais j'ai encore parlé à voix haute, là !» Donc, ça ressemble effectivement à un délire de Clodo, parce que il a l'air d'être complètement taré, en fait, le mec. Mais, je sais pas, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Moi, je me suis enquillé les épisodes. Je dis pas du tout que c'est pas bien. Ouais, au contraire, je dis que c'est vraiment intéressant. On a parlé par exemple de The Mask ou de Freakazoid où c'est des trucs qui sont déjantés. Oui. Dans la présentation, qui partent un peu dans tous les sens, etc. C'est pas du tout la même présentation en fait. Là, on est vraiment dans un terrain non conquis. C'est territoire inconnu. Et du coup, bah, c'est intéressant parce que justement, on se demande, mais qu'est-ce qu'on garde? Où est-ce qu'on va? Et c'est vraiment, c'est prenant. Mais c'est vrai que t'arrives et tu dis, what the fuck? Non, je suis complètement d'accord avec toi, ouais. 1001 fois d'accord. Non, mais c'est ça. C'est l'exemple que tu prends, il est juste. J'ai eu le même rapport, en fait, en regardant des dessins animés, j'ai fait, qu'est-ce que c'est? Vraiment, et je trouve ça chambé, hein. Il faut vraiment regarder The Max, je pense. Ça va pas pour vous prendre des plombes, hein. Regarder les 13 épisodes de 10 minutes, c'est littéralement un film. Si vous avez le temps de regarder un film, vous avez le temps de regarder cette série. Et c'est vraiment, vraiment prenant. Il y a aussi un truc, c'est très bien aussi de le dire, peut-être même à la fin, mais ça reboot avec les productions MTV. C'est que j'ai parlé, en fait, de créativité. Mais en fait, il y a aussi un truc d'irrévérence avec MTV. Il y a un truc de sale gosse. On n'est pas, et j'ai parlé de South Park justement parce qu'ils ont diffusé South Park, on n'est pas dans South Park. On n'est pas dans des séries où, en fait, l'attrait de la série, ça va être de dire des gros mots. Ou de montrer des gens en train de fumer de la drogue. Je dis pas qu'il y en a pas dans MTV, mais c'est pas la base du truc. C'est-à-dire que quand vous regardez Max, c'est pas forcément quelque chose avec un niveau de violence délirant, ce qui ferait que c'est pour cette raison que ça n'a pas atterri sur les chaînes hertziennes, en fait, à l'époque. C'est juste que ça ne rentre dans aucune case. Oui, c'est juste ça.
Donc vous avez pas non plus de l'extrême violence, vous avez pas des gros mots à toutes les phrases, même si vous en avez, puisque c'est un dessin animé adulte. Oui. En fait, c'est plus des gros mots que nous pourrions dire en fait dans le quotidien. C'est genre des ah merde. C'est ce genre de gros mots là quoi. Donc on va pas châtier le langage pour le rendre diffusable partout. C'est juste un dessin animé pour adultes, mais qui force pas le trait quoi. Mais c'est vrai que c'est des trucs, ça ne pouvait pas être diffusé en France. Pas pour leur violence, pas pour leur sujet, enfin c'est pas pour ça. C'est juste que ça ne correspond à rien. Et c'est littéralement les 3/4 des productions MTV, ça ne correspond à rien. C'est pour ça qu'on les a pas eu. Ouais. Mais je pense que c'est là où c'est la force un peu de MTV à cette époque-là, c'est qu'ils ont été sur quelque chose qui n'était pas répandu à l'époque, c'est-à-dire que c'est des dessins animés que maintenant, des dessins animés dans le même genre, on en a. Il y a d'ailleurs une chaîne aux États-Unis qui s'appelle Adult Swim où c'est leur credo de faire des dessins animés pour adultes qui partent un peu dans tous les sens, qui sont très expérimentales, etc. MTV en fait est arrivé avec ça bien plus tôt et peut-être que le monde n'était pas prêt encore à ce genre de production en fait. Je me demande si Adult Swim c'est pas un truc qui est aussi approché de MTV. Je me demande si c'est pas un peu lié les deux. Mais t'as totalement raison. Si vous regardez la chaîne Adult Swim, en fait, c'est toutes les productions des MTV, elles auraient leur place dedans. Carrément. Ce serait complètement normal. Même, ce serait même pas drôle. Genre, elle serait là, quoi. Elle sortirait même pas du lot, juste elle serait là. Est-ce que t'as autre chose à dire sur Max? Sur The Max? Ah bah non, c'est bon. Moi j'ai tout dit. T'as tout dit. Ouais. Alors, il faut peut-être passer donc à la suite. Mais là, ça va être la surprise. Et Tu commences ou je vais commencer. Et je vais commencer parce que, en fait, j'ai regardé ce qu'il y avait de proposé. Et je sais que tu vas me dire, oui, mais je t'avais dit de pas prendre celui-là. Mais en fait, je m'en souvenais pas. Et au moment où j'ai regardé... Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris Iron Flux. C'est pas un dernier de la classe, Iron Flux. Pour moi, si. Et en même temps, pas forcément. Mais je veux bien comprendre ce que tu veux dire dans le fait que c'est pas un dernier de la classe. Mais pour moi, si. Parce que, effectivement, Iron Flux, vous l'avez certainement vu puisqu'il y a un film qui est sorti avec Charlize Theron, etc. Mais en fait, pour moi, c'est un dernier de la classe dans le sens où, déjà sur le format, donc c'est 16 épisodes de saison. Donc là, on est clairement dans ce qu'on a produit avant, de ce qu'on a traité avant, donc pas beaucoup de saisons, pas beaucoup d'épisodes. Mais aussi sur le fait que je suis sûr que la plupart des gens pensent que Iron Flux, le film, est tiré d'une bande dessinée. Alors que à la base, c'est ce dessin animé qui est complètement, encore une fois, what the fuck, qui a ensuite fait qu'il y a un film et qui a fait qu'il y a un comics, tu vois. Et donc, du coup, je pense que le dessin animé n'a pas les lettres de noblesse qu'il devrait avoir pour ce qu'il a produit après. D'accord, ok. Bon. Alors. Je vais t'expliquer, j'ai réussi à faire passer la sauce. Non. De toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, non. Par contre, déjà, non. Pourquoi non? Parce que Aeon Flux, c'est une dinguerie qui est juste... En fait, c'est une pièce maîtresse, en fait, Aeon Flux. Alors, dans l'idée de MTV, ça l'est peut-être pas, nécessairement, même si, comme j'ai dit, ça lance le studio d'animation, puisque Aeon Flux, en fait, est produit tout de suite. Aeon Flux, c'est juste un truc monstrueux, c'est colossal. Ce que Peter Chung a fait sur cette série, c'est juste délirant et... En fait, c'est une série qui est extrêmement respectée. Là où je veux bien aller dans ton sens, c'est que, j'aime bien parler de Aeon Flux. Donc, je veux bien. Et deux, parce que je pense effectivement que les derniers de la classe, c'est pas juste des dessins animés qui sont pas terribles et qu'on trouve quand même bien et on aimerait en parler. C'est aussi comme avec l'épisode de Titan AE, par exemple, des choses qu'on considère comme mortelles, mais qu'on ne voit pas. Ou qu'on ne voit plus, et c'est triste. Parce que justement, l'idée aussi du podcast, c'est que vous puissiez découvrir des choses, ou redécouvrir des choses, en vous disant, oui, je l'ai vu passer, mais en fait, c'était pas ce qui était, on va dire, le truc le plus montré, quoi, à une certaine période, donc j'ai pas prêté plus attention à ça, mais au final, non, vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose de colossal. Si c'est le cas avec Aeon Flux, oui, Aeon Flux, c'est monstrueux. Et si vous êtes passé à côté, c'est bien dommage, parce que c'est vraiment monstrueux. Je pense que carrément, puisque je ne pense pas qu'il a été diffusé en France.
Si, moi je l'ai vu, alors je sais plus sur quelle chaîne. MTV, certainement, Non, mais il fallait avoir le câble. Peut-être, oui. Oui, mais on a eu le câble quasiment. Toi, t'avais plus de chaînes que moi et avant moi. Moi, j'ai eu le câble, en fait, j'estime que ça doit correspondre au moment où j'ai eu mon premier ordi. Donc pareil, j'ai fait une dédicace au frangin, donc s'il écoute ça, il pourra me corriger ou pas. Mais c'est trop tard, j'ai déjà enregistré. Mais quasiment, déjà c'est sûr qu'on avait déjà un PC en 2000, donc potentiellement ça doit être 99. Ça doit être pour la sortie de Matrix, un truc comme ça, qu'on a eu un ordi. Et donc je pense que en même temps on a eu le câble. Mais je crois pas qu'on avait la chaîne MTV direct, je sais plus. Je crois qu'on avait MCM. On avait MCM et après on a eu MTV Base sur le truc. Mais on n'a pas eu le MTV normal. Bah si, on a eu MTV normal, puisque moi je regardais Celebrity Deathmatch. Mais c'était pas sur MTV Base. Non, c'était le truc normal. Ok. Possible, je peux me tromper. Mais effectivement, moi je dis ça, là, c'est parce que certainement je regardais que MTV Base. Et ouais, moi je vais continuer donc à parler d'Enflux. Donc, Enflux, ça parle de quoi? Donc ça parle d'un monde des années dans le futur. Donc la Terre, 99% de la population a été décimée par des guerres, bombes atomiques ou peu importe. Il reste 2 villes, Brenia et Monica, qui se font une guerre sans raison apparente, juste se faire la guerre. Et on suit Enflux, qui est un agent de Monica, donc une espionne, une assassine, ce que vous voulez. En tout cas, c'est une personne qui est douée pour bouger, tuer et faire tout ce qu'il y a à faire pour essayer de perturber la ville de Brenna. Et être extrêmement sexy aussi. Bah, c'est une chose qui est très très présente dans c'est pour ça que je le précise, c'est pas une blague. Hein. Ouais. Et donc qui infiltre évidemment cette ville pour essayer de faire tomber son leader qui est Trevor Goodchild. Donc ce dessin animé, encore une fois, j'ai regardé, et en plus le pire c'est que je tombe sur le pilote avant de regarder le premier épisode, parce que cette série en fait elle a été produite un peu de manière chaotique, comme tu l'as dit. Donc il y a eu une partie d'épisode qui a été créée en 1991, et ensuite il y a une autre partie qui est sortie, et de nouveaux épisodes qui sont sortis en 95. Elle est complètement décalée. Et... Alors, en fait, c'est le principe de Liquid Television. C'est ce que je disais. C'est qu'en 91, Liquid Television, c'est un showcase avec plusieurs dessins animés. Et en fait, Enflux en fait partie, avec Beavis et Butthead, notamment. Et en gros, le studio d'animation n'est pas encore créé, mais c'est à partir de Liquid Television qu'ils vont réassembler des trucs ou avoir une direction. Donc en fait, ce que tu as vu, ce truc un peu chaotique, c'est justement, on va dire, la version Liquid Television avant que la série Enflux arrive vraiment. Et donc, le premier épisode que je regarde, c'est le pilote. Pilote qui doit faire à peu près une dizaine de minutes, 11 minutes à peu près. Et pendant 11 minutes, je me demande qu'est-ce que je regarde. Donc, il y a 0 dialogue. Il y a un style que je me dis, mais c'est la même chose que Phantom et Alexander. Oui. Donc, 2 dessins animés qui sont sortis un peu dans les années 2000 en France. Je n'ai pas regardé les dates de sortie, un truc, mais en fait, c'était un style qui, pour moi, était un style très à la mode dans ces années-là, où on a des personnages très longilignes, qui ont des expressions faciales qui passent de complètement normal à limite visage de folie, qui donnent un espèce de feeling un peu... c'est très particulier, en fait, ce design. Et donc, je regarde ça et je me dis, ça ressemble beaucoup à Phantom et à Alexander. Et donc, je continue à regarder. Donc, 11 minutes sans dialogue, ça va dans tous les sens. On a cette espionne qui, à elle tout seule, décime des milliers de personnes. C'est génial. On a un mec qui est là en train de regarder complètement comme un spectateur, elle décimant des personnes. On a des points de vue des personnes qui se font tuer et qui ont des espèces d'hallucinations. Elle part ensuite pour s'échapper un peu du complexe où elle est. Elle part sur les toits. Et donc là, on passe à voir des personnes qui vivent un peu dans ce complexe, qui regardent les informations, qui se font à manger. Mais tout est un peu bizarre d'une manière ou d'une autre. Et on tombe sur la fin, qui part vraiment complètement en freestyle. Donc elle tombe du toit. Vu qu'elle est tombée du toit, ils se rendent compte qu'elle est morte, donc ils la décomposent
puisque voilà un agent qui est décédé, donc ils la font disparaître. Et elle se retrouve d'une manière ou d'une autre réincarnée avec un mec qui commence à lui lécher les pieds. Donc, évidemment, je finis l'épisode en me disant, mais qu'est-ce que j'ai regardé? Je me dis, je vais pas m'arrêter là quand même. Et là, je regarde l'épisode 1. Et là, je commence à me dire, ok, je comprends mieux ce que c'est. Le pilote était vraiment pour moi, je pense que les mecs voulaient montrer un truc, une idée, et ont fait ce pilote dans ce sens-là, en fait. Mais là, on arrive, en fait, dans l'épisode 1, et effectivement, on a une trame narrative qui se suit un peu plus, et qui montre quelque chose, en fait. Là, du coup, on se rend compte que oui, il y a effectivement une ville avec ce Trevor Goodchild, où tout est enregistré et suivi. En fait, ils sont constamment sous surveillance. Et ce qui est marrant, parce que du coup, on a cette espionne, normalement, qui devrait être discrète, mais on voit tous ses faits et gestes. Donc l'ennemi voit tout ce qui se passe, mais d'une manière ou d'une autre, n'arrive pas à l'arrêter, mais voit tout ce qu'elle fait. Donc quand elle rencontre quelqu'un, etc. Et les personnages sont constamment suivis. Et là, on reste quand même, malgré tout, dans des choses qui sont perturbantes dans leur présentation. Pour donner un exemple, dans le premier épisode, le mec ouvre l'estomac d'un gars et rentre à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur, il y a une grande chambre. Voilà, c'est assez particulier. Mais en fait, c'est pour montrer qu'on a un niveau de technologie et de dérive en fait de la société qui est extrême. Et on a toujours ce jeu en fait surtout de la part d'Influx qui est un jeu de séduction notamment avec le Trevor. Donc ils ont une espèce de jeu de séduction. Lui, il la veut. Elle est un peu attirée par lui, mais en même temps, elle veut pas se laisser prendre, etc. Donc il y a ce jeu de séduction. Cette présentation d'un peu de cette sexualisation en fait du personnage et des personnages en général et qui va avec le style graphique parce que la manière dont c'est designé en fait permet en fait de faire cette espèce de corps musclé etc. Donc on est vraiment sur une expérience graphique aussi et une expérience sur l'histoire parce que là on est sur un peu tout et n'importe quoi. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit dans un épisode, il y a ça. Dans un deuxième épisode, en fait, il y a des espèces de monstres qui sont en captivité. On a une société qui fait des choses où on se pose des questions, mais pourquoi, en fait, vous faites ça? Donc, il y a vraiment une présentation scénaristique qui est particulière pour ce dessin animé, mais c'est vraiment c'est encore une fois un truc où on se dit what the fuck, mais j'ai bien envie de continuer en fait. J'ai envie de continuer de voir où ça mène. C'est une expérimentation Influx. C'est en fait à tellement de degrés, je sais même pas si c'est une bonne idée en fait qu'on en parle là comme ça à chaud, je veux dire, pas à froid. Qu'on en parle à chaud puisque moi je pensais pas que t'allais prendre Influx et c'est pas une question d'avoir préparé ou pas, c'est juste que là tu me lances en fait. Mais je peux juste te dire que ton expérience en fait je la comprends parce qu'en fait je pense que c'est naturel. Je pense que tous ceux qui sont tombés sur Influx en fait c'est exactement ce qu'ils ont dû voir. C'est une expérimentation, c'est en fait une utilisation de l'animation qui est assez incroyable. C'est aussi en fait une manière d'animer les corps qui est unique. C'est vraiment un style quoi. Influx. J'ai parlé tout à l'heure en disant que Influx existait de Animatrix. C'est le segment qui s'appelle Matriculated, je crois. Et c'est ça en fait. Le segment Matriculated, c'est une expérimentation sur les mouvements, alors c'est toujours dans l'univers de Matrix, mais en fait on est complètement là-dedans. Et oui, non, je suis d'accord aussi quand tu parles de Fantôme. Moi, je parlais de Fantôme 2040. Et c'est ça. C'est nous, ce qu'on retient de Fantôme, c'est son costume et ses mouvements, quoi. Oui. Le reste, on s'en fout. C'est le costume, il est iconique. Enfin, je sais même pas si on peut dire iconique, mais c'est juste qu'il est resté il est gravé dans notre mémoire, quoi. Et sa manière de bouger, c'est tout. Et ça, c'est clairement Peter Chung, quoi. Ouais. Justement, ce Peter Chung, ensuite,
en allant me renseigner, je me rends compte effectivement que derrière c'est ce Peter Chung qui est un mec qui à un moment eu la cote, voire la super cote, j'ai envie de te dire, et du coup qui fait pas mal de choses, notamment Aeon Flux, mais qui fait aussi Alexandre le Grand. Donc ce dessin animé, moi, quand je l'avais vu, j'avais été impressionné à l'époque. Qui fait aussi donc un épisode d'Animatrix, qui fait Riddick, Dark Fury. Oui, il a fait. Que j'avais adoré. C'est vrai. J'adore Riddick de manière générale. Je suis même déçu que on n'ait pas exploité un peu plus le personnage et l'univers de Riddick, mais bon, c'est une autre histoire. Moi, j'aime beaucoup le premier. Le deuxième, je suis moins fan, mais c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais, Vin Diesel, c'est pas, enfin l'acteur, on s'en fout en fait. Non, là, on parle de Pitch Black. Oui. Le premier. Non, c'est génial. Mais bien sûr. C'est vraiment très bien dans Pitch Black. Et en fait, il a travaillé aussi sur Razmoket. Le chara design, c'est Peter Chung. Et là où tu vas adorer... Transformers? Non. C'est lui qui a travaillé aussi sur les Tortues Ninja. Et qui a fait le chara design. Alors, faut savoir qu'il n'arrive pas dès le premier épisode, en fait. Les Tortues Ninja, c'est 5 épisodes en pilote. Et ensuite, ils appellent Peter Chung et lui disent « Hey, Peter Chung, viens travailler avec nous, on a besoin de toi. » Et du coup, c'est lui qui crée Krang. Mais Krang, il est là avant le 5e épisode. A priori, non, ce serait lui qui aurait créé et introduit Krang dans les Tortues Ninja. Ça veut dire qu'il bossait sur les Tortues Ninja avant le 5e. Alors, quasiment sûr. Ah non, attends. Peut-être, mais pour moi... Ouais, à revérifier. Je pense que Krang est là avant. Mais à revérifier. Et donc, du coup, c'est lui, en tout cas, qui fait Krang et qui retravaille un peu le design d'April O'Neil. Donc, le mec est vraiment coté, quoi. Donc, j'ai été assez agréablement surpris de sa carrière et de ce qu'il a fait. Et Aeon Flux, comme je disais, en fait, je pense que beaucoup de personnes, parce que d'une manière ou d'une autre, n'ont pas connu le dessin animé ou n'ont pas su, beaucoup de personnes pensent que le film qui est sorti en 2005 est basé des comics, puisqu'il y a aussi des comics qui sont sortis après. Mais non, l'œuvre originale, le matériel source, c'est cette série animée. Et ce que j'ai lu, mais par contre que je n'ai pas pu trouver, c'est qu'a priori, en fait, ça aurait une nouvelle adaptation qui a été faite en 2023. Ah, ça, je sais pas quoi. Okay. Donc, a priori, ça a été fait, mais j'arrive pas vraiment à trouver. Il y a une liste même d'acteurs. D'accord. Donc une liste d'acteurs, une liste de trucs faits par Paramount, etc. Mais pas moyen de trouver des images. Donc je sais pas si c'est sorti ou si c'est en cours de création, mais il y a quelque chose, il y a de l'actualité en tout cas pour Aeon Flux. Ah, tu déçois, mec, c'est toi qui as toujours les infos actus d'habitude. Tu nous régales pas. Donc j'ai pas pu trouver, mais voilà. Moi je voulais parler d'Aeon Flux parce que effectivement, quand j'ai, il y a aussi une raison aussi technique, c'est que quand j'ai regardé les autres choses, j'ai pas réussi à les trouver aussi. C'est un peu aussi une raison pour laquelle je me suis dit Aeon Flux pour la flemme. Mais parce que aussi, quand j'ai vu le premier épisode d'Aeon Flux, je me suis dit qu'est-ce que c'est? Ouais, non, je vais continuer. Allez, c'est pas grave, parce que moi j'ai un dernier de la classe. Effectivement, alors, comme j'ai dit en intro, on ne savait pas de quoi on allait parler en deuxième, et je vous annonce, il y aura bien 3 dessins animés. Ouais. Du coup, The Max, Aeon Flux, et en fait, je te l'accorde, mais juste parce que j'espère que ça aura fait découvrir Aeon Flux à certaines personnes. C'est vraiment quelque chose à voir. C'est-à-dire que vraiment, par rapport aux 3 dessins animés dont on va parler, vous avez le temps de regarder qu'un seul, regardez Aeon Flux. Sincèrement, ça défonce, et c'est limite le seul que vous pouvez retenir, quoi. Même si on est là, à la base, on devait parler de The Max, et même si je continue de le dire, là on a parlé un certain moment sur The Max, c'est vraiment une curiosité intéressante. Vraiment. L'autre, on va voir. Et moi j'ai choisi The Head, qui est une légende pour MTV. C'est une vraie légende. Donc The Head, c'est un dessin animé de 94 qui a été écrit et réalisé par Eric Fogel, je sais pas si on prononce comme ça son nom, ou Fogel. Mais Fogel, j'ai pas envie de dire Fogel parce que ça ressemble à Fogiel. C'est très bizarre, donc on va dire Fogel. Qui est notamment d'ailleurs le créateur de Celebrity Deathmatch, en 98. Donc il commence MTV par The Head,
Et 4 ans après, il fait ce truc légendaire qui est Celebrity Deathmatch, donc des gens en pâte à modeler qui se mettent sur la gueule. Qui se décapitent, se démembrent. C'était génial. Mais oui, mais anecdote très sérieuse, j'ai appris l'anglais en regardant Celebrity Deathmatch. Mais pour une raison toute bête. Tu sais pourquoi? Bon, déjà, c'était ludique. Mais au moment où MTV est arrivé, pour nous, il n'y avait pas de sous-titres. Et donc, quand je regardais MTV, quand je regardais des séries MTV, je devais vraiment les regarder, comme ça, brut, quoi, tu vois. Et c'est le fait de la répétition, d'entendre toujours les mecs dire I'm Nick Diamond, good fight, good night, tu vois, ce genre d'expression, que j'ai fini par comprendre. Ok, fight, d'accord, mais c'est Street Fighter. Ok, tu vois, en fait, je faisais des espèces de cheminement comme ça, où je disais, ok, fight, bah ça doit vouloir dire combat, parce que bah oui, ça a du sens. Street Fighter, c'est des combattants. Et good fight, good night, donc j'avais quand même des bases d'anglais de merde, hein, tu vois, mais night, je savais bien que c'était la nuit, machin. Mais en fait, c'est vraiment cette répétition-là et l'association de mots et d'idées avec les visuels qui m'ont appris à parler anglais. Donc quand je suis arrivé et au collège à devoir apprendre l'anglais, bah, en fait, il y avait des trucs où je me disais, ok, ça, je pense que je connais. Donc ça m'a quand même servi, Celebrity Deathmatch, pour même avec toute sa débilité et sa violence. Ah non, mais Celebrity Deathmatch, pour moi, c'est un classique. Je veux dire, il y a 2 dessins animés qui pour moi, sont des références de la violence entertainment. C'est ça et Happy Street Friends. On est sur le summum avec ces 2-là. Attends, c'est clair. Ça allait très loin. Mais c'était très drôle, mais ça allait très loin, Celebrity Deathmatch. Mais ils pouvaient se le permettre. C'était une parodie, c'était de la pâte à modeler, c'est rigolo. Mais ce que je veux dire, c'est que, de la violence pour un enfant. Oui, je comprends que vous vouliez pas montrer de la violence à des gosses, mais bon, Celebrity Deathmatch, ça m'aura permis d'apprendre un peu l'anglais quand même. Donc, quelque part, c'est pas mal. Revenons à The Head. Donc, c'est une production MTV Oddities. C'est le label, en fait. D'ailleurs, on l'a même pas dit, mais en fait, les productions sont faites par MTV, même The Max, en fait. C'est MTV Oddities. Alors, Oddities, je sais pas vraiment comment le traduire, mais on pourrait le traduire par étrangeté. Bah, c'est ça. Odd, c'est tout ce qui est étrange, singulier, ouais. C'est ça. Et donc, ça raconte... Alors, c'est une histoire que je trouve un peu ouf. Mais c'est particulier, The Head. C'est l'histoire, en fait, d'un mec qui s'appelle Jim, qui se réveille un matin avec une énorme tête. C'est très connu, en vrai, hein. C'est juste que c'est oublié. Il se réveille avec une énorme tête, il va voir un médecin. Le médecin, en fait, peut pas scanner son crâne. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc on ne peut pas l'opérer. Parce que c'est littéralement très dangereux d'ouvrir le crâne de quelqu'un sans savoir ce qu'il y a dedans. Et il s'avère qu'en fait, dans son crâne, il y a un alien. Donc, il a un copain alien qui ne vit pas forcément dans son crâne, qui est planqué dans son crâne. C'est ça qui est assez ouf. C'est-à-dire que quand l'alien sort de son crâne, il a toujours cette grosse tête. Mais il faut visualiser une très grosse tête. Oui. C'est pas j'ai une grosse tête. C'est pas Conhead. C'est une très très grosse tête, quoi. Et c'est Beefy x 10. Ouais. Ouais. Oui, non, mais c'est, en fait, d'ailleurs, c'est drôle, dans l'animation, il se penche pour passer les portes. Moi, ça me fait rire. Mais ils ont quand même pensé à le faire se pencher dans l'animation. Et donc, quand l'alien sort, qui ressemble beaucoup à un gremlins, d'ailleurs, l'alien, hein, c'est un petit être, qui a des griffes, qui est assez vénère. Et en fait, avec toute la monstruosité, en fait, de cet alien et tout cet aspect, justement, gremlins, en fait, il explique qu'il est là pour sauver la planète Terre. Ce qu'il fera, littéralement. C'est vraiment un gentil. Et donc, comme je disais, quand il sort du crâne de Jim, il garde son énorme tête, et donc c'est quelqu'un d'extrêmement bizarre, qui a une grosse tête, mais on est dans un univers étrange où en fait les gens le regardent un peu chelou, mais des fois non, des fois ça va, c'est juste normal qu'il ait une grosse tête. Donc c'est Jim l'humain et Roy l'alien, bon qu'il a un autre nom dans la série, mais en fait il lui dit appelle-moi Roy, comme ça ira plus vite. Et donc c'est les pérégrinations, on va dire, alors c'est très court, hein, ça doit être 13 épisodes je crois, un truc comme ça, c'est les pérégrinations donc de Jim et Roy qui tentent de sauver le monde. Avec ce mec, cet alien qui a ce mec qui a un alien dans le crâne, quoi. Là où je trouve un peu le concept rigolo, c'est que, alors, c'est un peu tout le long de la série, mais c'est explicite dans la deuxième saison. Il y a quand même une deuxième saison en très très peu d'épisodes, mais qui est un peu conceptuelle. C'est-à-dire que la première saison, ça s'arrête vraiment, quoi. Ils ont gagné, ils ont réussi à sauver le monde. Mais t'as une espèce de switch avec des points de vue différents dans la saison 2. Et donc, ce sera explicité dans la saison 2. Personne ne croit Jim. Donc, il y a carrément une télé-réalité, enfin c'est pas une télé-réalité, mais c'est un talk show à la Jerry Springer, où donc t'as un pseudo de Jerry Springer qui fait « Ouais, il y a un mec avec une grosse tête qui prétend avoir sauvé le monde, il a un alien dans le crâne, on va le recevoir. Qui pense que c'est vrai ?» Et t'as les mecs qui font « Oh, personne, qui veut le recevoir? Nous !»
Et donc, c'est vraiment la Jerry Springer, il est sur le plateau, et puis t'as les mecs qui lèvent la main, et pourquoi vous avez une énorme tête comme ça? Et donc, personne ne croit ce gars-là, quoi. Il y a même un épisode où il va chez, tu sais, les alcooliques anonymes, sauf que c'est pas les alcooliques anonymes, ça doit être les chelous anonymes. L'alien, il est à côté de lui, hein. Il y a que des mecs chelous, mais genre, c'est normal, tu sais, la vie de ce gars-là est normale, et en fait, personne le croit. Et donc, là où je veux en venir, c'est que dans l'idée d'avoir l'alien dans le crâne, il y a un côté, c'est dans ma tête. Tu sais ce que je veux dire? Et je trouve ça un peu rigolo, parce que, bah forcément, quand je crois que la première fois qu'on voit l'alien, en gros, comme il a une grosse tête, Jim, il se fait agresser par des mecs qui lui disent ouais, t'as une grosse tête, t'es chelou, on va te prendre ton fric. Et en fait, là, Roy sort de son crâne, il en tue 2, il en laisse un vivre. Et le gars qui laisse vivre, il va voir les autorités et il se fait intercepter par des journalistes. Et donc, dans la manière qu'il a de décrire en fait ce qui s'est passé, il le décrit en disant bah nous on était tranquilles, t'es là, on était en train de chill. T'as ce mec avec cette grosse tête qui est venu nous voir, qui a commencé à nous agresser, qui nous a tués. Mais il fait pas mention de l'alien. Par contre, le gouvernement, en fait, t'as des mecs du gouvernement, donc t'as complètement des Men in Black qui sont là, et qui essaient de retrouver des gens, et qui essaient de retrouver l'alien. Donc tu sais que techniquement, il est vraiment là, ça se passe, mais il y a un côté complotiste. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est lui qui, de par sa tête peut-être qui a grossi, est-ce que c'est lui qui s'imagine les choses? Oui, bah, je pense que la série en fait répond à cette question, mais c'est juste que conceptuellement, je trouve que l'idée, en fait, c'est pas il y a pas de doute selon moi dans la série. C'est plus dans le concept de dire l'alien il est dans sa tête. C'est que, comme j'ai dit, comme l'alien il peut totalement vivre en dehors de son crâne, il est pas forcé contraint d'être dans son crâne. C'est un mot qui se planque dans sa tête. Et donc conceptuellement, j'entends vraiment. L'idée que l'alien soit dans son crâne, je trouve ça mortel dans le délire un peu complotiste de si je suis sûr que j'ai vu un alien, tu vois, de gens qui vont dire ça. Mais non, mais vous l'imaginez, c'est dans votre tête. Sauf que là, donc conceptuellement, le mec dit il y a vraiment un alien, il est dans ma tête. Tu sais, il le dit littéralement. Et je trouve ça super drôle en fait, conceptuellement parlant. La série, elle est ce qu'elle est. C'est animé avec les pieds. On sent que c'est c'est MTV quoi. On est sur un délire on va tenter des trucs. Moi j'aime bien parce qu'en fait il y a un délire qui me fait un peu penser sur certains aspects à des trucs un peu expérimentaux et conceptuels à la manière d'Amer Béton. Surtout la bande dessinée, tu vois, dans la manière de représenter en fait des personnages qui sont un peu difformes, dans l'idée de représenter des perspectives aussi. Ceux qui ont vu le film Amer Béton, c'est le studio Cannes de Gressé, c'est mortel, c'est une dinguerie. Mais la bande dessinée Amer Béton, c'est encore plus fort, et pourtant c'est moins joli, on va dire, dans l'idée qu'on s'en fait. C'est-à-dire que c'est des perspectives qui sont souvent foireuses. Tout est fait à la main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle qui a été utilisée par l'auteur. Je suis désolé, je me rappelle pas de l'auteur de Amer Béton, j'ai un peu honte, désolé. Mais en attendant, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Et donc, il y a ce truc de déformer les corps, de pas forcément respecter les règles de la physique, on va dire, de base. Mais ça donne ce truc, en fait, expérimental que je trouve mortel et qui a un succès énorme. Donc, en fait, ne croyez pas sur parole, quoi. Juste regardez les critiques ou lisez Amer Béton, vous allez vous rendre compte que oui, en fait, ça n'a pas usurpé son titre de classique. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'assez ouf. Et donc, à certains aspects, The Head me fait penser à ça, quoi. Sur... fuck la perspective, mais on va en faire. C'est-à-dire qu'on va pas juste faire des plans de côté ou de face. T'as des perspectives de fou tout le temps, t'as des contre-plongées, des plongées, mais dans tous les sens. Mais c'est complètement foireux. Mais tu sais, ce qui est marrant, c'est que c'est celui-là que je voulais prendre. Chien. Et que je n'ai pas trouvé. T'as pas réussi à regarder Non. Et c'est pour ça que j'ai fait, vas-y, ça me saoule. Ah, ça mène. Bon, c'est pas grave, on a parlé d'Unflux, c'est cool quand même. Mais celui-là, quand j'ai vu l'histoire d'avoir l'alien dans sa tête, etc., je me suis dit, non, mais ça, c'est un truc qu'il faudrait que je regarde. Bah, c'est à voir, je trouve. Et c'est à voir notamment, alors, j'ai pas grand chose à dire, je pense qu'on a fait le tour, hein, de cet épisode. Donc, je vais conclure, quand même. Mais, c'est à voir pour une raison encore plus drôle. C'est que, donc, j'ai mentionné, le réalisateur Eric Fogel. Eric Fogel, il est créateur donc de The Head, qui, je répète, c'est réellement quelque chose d'extrêmement célèbre, The Head. Hein. C'est un classique de MTV. Il fait partie des classiques de MTV. Il fait pas partie des dessins animés oubliés de la chaîne. Il y en a plein des dessins animés qui sont complètement passés à la trappe et
Enfin, moi, j'ai vu des épisodes de plein de trucs. On a été forcé de regarder des épisodes de plein de trucs pour préparer ce podcast. Et des trucs, j'ai pas pu, quoi. Je me suis dit, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Mais The Head, c'est pas le cas. Et donc, Eric Fogel, il a aussi fait Celebrity Deathmatch, qui est aussi un classique. Et ce gars-là, sa carrière, elle est ouf. Parce que il commence littéralement avec MTV, hein, Eric Fogel. D'accord. Il commence avec MTV. Il a fait en 2006 Barbie, le journal de Barbie. Alors, il a fait une traversée du désert assez ouf, hein, pour en arriver à... On va pas se mentir. Son frigo devait être vide. C'est une certitude. Parce que donc il fait Barbie Diaries, donc le journal de Barbie, en 2006. Alors, moi, je sais pas si je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, mais moi j'en ai vu beaucoup des films Barbie, moi ça me fait halluciner. Je pense que je sais plus si j'en avais déjà parlé. Ce qui est sûr, c'est qu'on en avait parlé tous les deux, donc potentiellement en off, ça c'est une certitude aussi. On en a parlé en off. Moi, il y a des trucs qui me font halluciner dans les films Barbie, et ça m'amuse un peu de les regarder, parce que des fois c'est des trucs complètement aberrants en fait. Mais celui-là, je l'ai pas vu. J'avais pas le temps de le regarder. Je suis allé lire le synopsis. Le synopsis, c'est Barbie qui est amoureuse d'un mec. Alors, il y a 2 scénarios, hein, parce qu'on va pas s'emmerder à en faire qu'un seul, autant en faire 2. Elle est amoureuse d'un mec, et il est avec une nana. Tu vois? Donc, c'est énervant, parce qu'elle aimerait bien être avec lui. Il s'avère que il la quitte. Ok? Et il la quitte, et Barbie, elle voit le mec au centre commercial, et donc elle se dit, parce qu'en fait, elle va faire du shopping. Oui. Tu vois, elle va faire du shopping, elle le voit. Donc elle dit, je vais me le faire, là, cette fois. Et il s'avère qu'en fait, c'était une feinte. Parce que le mec, il voulait rendre jalouse sa meuf pour être encore plus avec sa meuf. Parce que tu sais, quand t'es avec ta meuf, t'es pas assez avec ta meuf. Lui, il voulait être plus avec sa meuf. Donc, il a induit en erreur Barbie. Donc Barbie, elle est triste. Et c'est fin du scénario. Donc, là, on commence un deuxième scénario, c'est qu'elle se met à filmer des trucs, elle tient un blog, et en fait, le film est apparemment un truc sur les réseaux, sur comment est-ce qu'un journaliste peut tuer une carrière, faire des fausses rumeurs, des choses comme ça. Ce qui n'a plus rien à voir avec le début du film. Et c'est le mec qui a fait The Head et Celebrity Deathmatch qui fait ça. Donc déjà, je trouve ça ouf. Mais la dinguerie... Attends, il y a pire. Il y a dinguerie. Oh. C'est qu'il est le réalisateur de Megamind 2, qui est sorti le 1er mars 2024 et qui est apparemment le film d'animation le plus éclaté de tous les temps. Mais attends, Megamind, c'est pas le mec bleu avec une grosse tête? Oui. Mais il a quoi avec les têtes, ce mec? Je sais pas. Mais donc, il a réalisé Megamind 2, qui s'appelle Le Syndicat du Destin en français. C'est Megamind versus The Doom Syndicate. Ça doit être un truc comme ça. Donc, en 2024... 2024? Ouais. Là, c'est là. Mars. Mars, là. Ah ouais. Donc, il fait... Donc, déjà, je crois que Megamind, c'est un film que tout le monde aime, hein, qui est sorti en 2010. Le fait de faire une suite à Megamind, parce qu'ils avaient annoncé une première suite. Les mecs étaient en feu. Sauf que c'était une suite en série. Donc, ça a fait descendre pas mal de gens. Le fait d'annoncer une suite au long métrage Megamind, c'est un événement. Eric Fogel réalise le film. Il y a des critiques, elles me font délirer. Alors, moi, j'aime pas le film. Tu l'as vu? Ouais, moi, j'aime pas le film. Mais je vais être dans la mesure, on va dire. Je vais être mesuré. Il y a des gens qui ont fait 14 ans pour ça. Et il y a des gens qui sont vraiment vénères, hein, sur Megamind. Et donc, voilà. C'est... T'imagines le mec qui a son fils comme ça, qui lui montre, à l'âge de 5 ans, comme ça, il lui montre, regarde Megaman, c'est génial, tout ça. Puis 14 ans après, il dit, tu te rappelles de Megaman? Ben là, il y a le 2 qui sort, on va aller voir mon fils. Et là, il va voir ça, et le fils, il regarde son père comme ça, il fait, c'est ça? Non, mais... le mec, il est détruit. Doucement. Potentiellement, tous les goûts sont dans la nature. Moi, on vous donne que notre point de vue, hein. C'est même West qui l'avait dit dans un épisode, et je tiens à le repréciser, c'est qu'un point de vue, c'est rien. Vous avez peut-être vu Megamind 2, moi je sais que le premier, moi je suis pas aussi fan que les gens de Megamind. Justement, donc c'est pour ça que je suis dans la mesure, et que j'aime pas le film, j'aime pas la suite, mais comme je trouve pas le 1 déjà génial, quoi, tu vois. Donc, potentiellement, vous avez vu Megamind 2, vous vous êtes pas dit c'est complètement rincé, et c'est bon, il y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je parle pas du film Megamind, moi je parle du réal, je parle de Eric Fogel, c'est-à-dire que c'est un mec qui est une étoile
qui tombe en disgrâce, mais d'une manière tellement brutale, et en fait, ça me permet limite de conclure cet arc par... Ça me fait un peu penser au ver dans The Max, quoi. C'est le mec qui savait sauter, mais il savait pas atterrir. Ouais. C'est déjà... Je suis peut-être un peu méchant. As-tu autre chose à nous conter, cher West? Eh ben non, écoute, non, je pense que j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire. Je pense qu'on a fait le tour sur MTV. Je pense qu'en fait, c'est un épisode MTV. Nous, on voulait parler... L'impulsion est partie de The Max, mais je me rends compte qu'en fait, c'était aussi un peu cool de pouvoir évoquer cette chaîne qui... Parce qu'en fait, on a parlé un peu de vidéoclips, mais très succinctement. Et c'est un peu cool de pouvoir parler d'une chaîne, en fait, qui a... qui avait ce projet-là, en fait, qui a pas surfé sur une vague. Hein. Il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que MTV pouvait se contenter de faire des dessins animés. Là, on sent que c'est une espèce de lubie où ils se sont dit, on a les sous, on peut le faire, et on peut le faire correctement, et on peut lancer des trucs et laisser la créativité s'exprimer. C'est juste que... comme j'ai dit, mais c'est impossible à exporter. Les trucs, c'est tellement expérimentaux que c'est impossible à exporter, que les publicitaires, en fait, ne faisaient rien. Donc, c'est compliqué quand il n'y a pas de sous qui rentrent pour continuer de produire. Donc, c'est vrai que c'est effectivement une longue chute. Donc, c'est un peu méchant ce que j'ai dit sur Eric Fogel, parce qu'en fait, je pourrais dire la même chose du studio d'animation MTV. C'est des gens qui savaient décoller, mais pas atterrir non plus, tu vois. Après, ce qu'il faut voir, c'est que en France, on n'a pas vraiment une culture du dessin animé pour adultes. Oui, c'est vrai. Donc, quand on se dit où est-ce qu'on va passer ça en France, honnêtement, à cette époque-là, je vois pas à quel endroit on aurait pu passer ça. Mais effectivement, où est-ce que tu le mets? Et potentiellement, en France, on n'a pas forcément une culture du dessin animé pour adultes, et ça, c'est complètement vrai, parce que les dessins animés, c'est pour enfants, point. Et je me rappelle très bien que... alors, je sais que nous, on est censé avoir connu le studio Ghibli avec Princesse Mononoke, donc en 2000, en 2001, je sais plus, même si le dessin animé, le film sort en 97 au Japon. Mais techniquement, ça lance, on va dire, Miyazaki en France. Mais avant ça, a été diffusé Porco Rosso. Et je sais que Porco Rosso, moi je suis pas au collège quand il sort, je suis en primaire. Et on nous emmène le voir au cinéma, tu vois, parce que c'est un dessin animé. Ouais. Et donc si c'est un dessin animé, c'est pour enfants. On a tous adoré. Tout le monde est sorti de la salle en se disant c'était prodigieux. Mais Porco Rosso n'est pas un dessin animé pour enfants. Tu vois. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop cette culture. On voit un dessin animé, c'est pour les gosses. Et je pense même que si les gens savaient que Porco Rosso c'était pas un dessin animé pour adultes, je pense qu'il aurait même pas diffusé dans un cinéma. Ah oui, enfin maintenant oui, mais à l'époque, je pense que clairement non. Maintenant on a un peu plus, notamment des productions françaises en plus, qui sont des films d'animation. Il y en a un qui est sorti l'année dernière, je crois. Ah mais ils galèrent tous. Après oui, ça galère. Mais par exemple avec les mangas, clairement maintenant on sait que l'animation, il y en a pour adultes quoi. Oui. Quand on sort un Death Note, un Attack of Titan, c'est clairement pas du pour enfants. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que après sur le manga, c'est encore autre chose. L'animation japonaise, ça a trouvé une place. L'animation des autres pays pour adultes, c'est pas forcément ça n'a pas forcément trouvé sa place au cinéma. On parle bien au cinéma. Parce que là maintenant, effectivement, tu as des plateformes de streaming, Netflix, etc., qui eux vont pouvoir le passer. Alors j'irai plus loin que toi, parce que je suis complètement d'accord, mais j'irai plus loin que toi. En fait, quand tu dis pas trouver sa place, c'est-à-dire que oui, on a compris que, par exemple, les mangas, c'était ça pouvait être des dessins animés pour adultes. Mais là où tu dis ça a du mal à trouver sa place au cinéma, j'irais plus loin que toi, je dirais non, ça ne trouve pas sa place du tout. Parce que un manga, tu peux le retrouver sur plein de chaînes. Toutes les chaînes aujourd'hui ont un système de replay. Donc on va dire une chaîne dans la chaîne, ce qui permet de passer en fait en boucle plein de trucs. Et on n'est pas obligé de passer par une plateforme genre Netflix, Amazon, etc. pour voir ce genre de dessins animés. Or, les dessins animés pour adultes dont on a parlé, c'est Adult Swim. C'est-à-dire que si c'est pas sur le canal Adult Swim, tu le verras pas ailleurs en fait. Tu ne peux pas voir ça ailleurs. Et c'est vrai que c'est très cantonné à... c'est des dessins animés américains pour adultes, irrévérencieux, etc. Et donc ça reste dans la chaîne qui produit ou qui diffuse.
mais ça va pas s'exporter ailleurs, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a encore du mal. Par exemple, ça m'étonnerait que dans le futur proche, il y ait une chaîne comme TF1, par exemple, qui se dise, tiens, ça pourrait être rigolo de diffuser, je sais pas moi, tel dessin animé. Je ne les vois pas faire ça. Même si je crois que Archer a été diffusé en dehors d'Adult Swim. Mais je sais plus sur quelle chaîne. Mais ça, c'est un problème avec des pincettes. Non, mais je crois qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont sortis. Hein. Il y a le truc là, Jack Horse Black, je sais pas quoi, qui est un dessin animé. Oui, le mec à cheval. Le mec cheval, bah c'est sur Netflix. Donc je crois qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont qui ont réussi à sortir de la chaîne Adult Swim parce que c'est à l'étranger bien sûr. Aux États-Unis, je pense que c'est resté sur cette chaîne-là. Oui, c'est possible. C'est ça, oh, je sais plus le nom. C'est beau. Non, c'est Jack oui, Horseman. Oui, un truc comme ça. Ouais. Mais j'ai jamais regardé, donc Moi, j'ai peux vu. dire, mais C'est un peu marrant. J'aime bien. Moi. ouais. J'ai pas tout vu, mais j'aime bien. Je trouve ça un peu marrant. Merci West. Merci Toki On se dit dans un mois. pour le dernier épisode. Pour le dernier épisode, ça fait bizarre de le dire. Hein. Ouais. J'espère que cet épisode, qui était très long, bon, il est pas monté au moment où j'en parle, mais je pense qu'il est très long, vous aura plu, vous aura convaincu en fait de vous intéresser à MTV. Je le répète, c'est pas les dessins animés qu'on a connus enfants, pour exactement ce qu'on vient de dire en conclusion, quoi. Mais en tant qu'adulte, comme c'est des dessins animés d'adultes, j'ai envie de dire qu'on a pu les apprécier tels que l'œuvre devait être reçue, quoi, on va dire. C'est-à-dire pas avec un esprit d'enfant qui se dit qu'est-ce qu'il voulait dire par je te mets le doigt là, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Non, là on a compris, on sait de quoi on parle, on comprend The Max, on comprend The Head et on comprend Aeon Flux. Et donc non, c'est pas plus mal qu'on les ait vus adultes, donc surtout n'hésitez pas à aller découvrir ça parce que ça vaut le coup. Tout ne vaut pas le coup sur MTV Animation. Sélectionnez-les. C'est jamais. Et nous effectivement on se dit dans un mois pour l'ultime épisode des derniers de la classe. Qui va être spectaculaire. Splendide. Alors, non, ça n'est pas un tease, on ne va pas reparler de The Max. T'imagines l'escroquerie? Les mecs, il faut une rediff. Ça serait un peu drôle. Non, on va faire ça. Ce serait So 90. Ouais. Non, mais on va pas le faire. Ne vous inquiétez pas, on va pas le faire. On prépare un truc. Mais ça va être en tout cas pour nous, ça va être un grand dernier épisode. On espère que ça le sera aussi pour vous. Et du coup, à dans un mois pour découvrir ça. Ciao. Ciao tout le monde.